Voilà, nous allons parler sommeil. Là aussi, ça va parler à tout le monde, bien évidemment, puisque c'est une des préoccupations. Et nous avons la chance d'accueillir des spécialistes du sommeil, des somnologues. C'est comme ça qu'on vous appelle maintenant, voilà, somnologues. Et on a le plaisir d'accueillir le docteur Sylvie Royan-Parola. Vous êtes psychiatre et spécialiste du sommeil. Vous êtes très, très porté sur cette action positive dans le sommeil. La première question, c'est parce qu'on a régulièrement des sondages qui sortent, des enquêtes, où on dit globalement les Français dorment, et les Françaises dorment mal, c'est vrai? Oui, alors les Français, mais pas que les Français, dorment mal dans le sens où on a à peu près 30 à 50% des gens qui se plaignent de troubles du sommeil occasionnels, mais c'est surtout l'insomnie chronique qui est un vrai problème, et aussi les changements de comportement. Alors là, ça touche presque toute notre population en termes de sommeil non respecté, d'irrégularité des horaires. Mais enfin, je pense qu'on va y revenir, et c'est quelque chose qui change beaucoup dans notre société avec la modification de notre mode de vie, et l'arrivée des écrans, l'arrivée de sollicitations de toutes sortes et la moindre activité physique aussi pour rejoindre. Mais pour ça, le Covid n'a pas été un élément régulateur, parce qu'en fin de compte, on n'avait plus d'obligation, on n'avait pas l'horloge qui sonnait pour aller travailler? Tout à fait. Le Covid a modifié énormément les habitudes de sommeil, les habitudes de vie. Et alors, il y a eu quand même quelques personnes qui dormaient plutôt mieux dans la période de Covid, mais sinon, beaucoup de personnes se sont décalées et ont eu plus de mal ensuite à se lever le matin, notamment. Alors, vous avez donc choisi deux programmes. Un petit mot sur les impétrantes, comme on dit. C'est parce qu'effectivement, le sommeil est un petit peu oublié dans notre société. Il y a vraiment des équipes qui travaillent d'une manière très dynamique avec ce côté prévention. Et j'ai tout de suite pensé au réseau Morphée, qui est une structure que le docteur Sarah Hartley nous présentera, mais qui prend la dimension du sommeil dans sa globalité. Et notamment, on ne considère pas que le patient, mais on considère ses habitudes. Donc il y a un travail d'éducation, de formation, et aussi d'aider les médecins pour repérer ces patients, parce que là aussi, il y a un énorme manque. Donc Sarah va pouvoir nous exposer un peu ce qui est fait dans le cadre du réseau et qui a porté ses fruits d'une manière très positive. Et le deuxième programme auquel j'ai pensé, c'est celui qui dépend d'une équipe de Lyon dirigée par... il y a Amandine qui y participe, mais voilà, Stéphanie Maza, qui est très impliquée dans des actions vis-à-vis de l'enfant, et notamment avec l'éducation nationale, qui enfin commence à s'intéresser et à mettre en place des programmes qui sont disponibles. Et Amandine va nous présenter tout cela. Eh bien voilà, écoutez, la perche est tendue. Amandine Ray, bonjour, bienvenue. Vous êtes de Lyon, vous êtes maître de conférence au Centre de recherche en neurosciences de Lyon et neuropsychologue. Donc racontez-nous un petit peu, alors vous avez un programme qui est très sympathique qui s'appelle « Mémé ton pige ». Allez, racontez-nous ce que c'est. Exactement. Alors, c'est un programme qui a été co-créé par des chercheurs, des médecins, des enseignants, des acteurs de l'éducation nationale et puis aussi des illustrateurs d'une école d'art lyonnaise. Et c'est parti du constat que beaucoup d'enseignants ont, qui est les enfants, même à l'école primaire, dès le lundi matin, sont fatigués. Il est possible de faire de l'éducation à la santé dans le cadre des programmes, notamment en école élémentaire. Mais les enseignants se plaignaient d'avoir peu de ressources ou alors devaient créer des choses eux-mêmes et ne se sentaient pas à l'aise par rapport à cette thématique parce que ce n'est pas une thématique qui est enseignée généralement dans les structures d'enseignement des enseignants. On nous demandait beaucoup de faire des interventions de type conférence et en fait on touchait uniquement les parents qui étaient concernés par le sujet. Donc l'idée de passer par l'enseignant, son pouvoir magique, c'est qu'il parle à tous les élèves, donc on peut réduire ces inégalités. Donc l'objectif a été de créer un programme qui défile derrière nous. Vous voyez d'ailleurs quelques images de cette BD. Ce sont des bandes dessinées, donc il y a 8, même 9 maintenant séances structurées sur le sommeil qui rentrent dans les programmes d'éducation à la santé et qui a été testé dans le cadre de 5 écoles de cycle 2. Donc de CE2. Donc ce programme a montré un impact bénéfique sur des mesures à la fois subjectives,
quand on demandait aux enfants de rapporter leur sommeil, mais également objective, quand on mesurait grâce à un actimètre les périodes d'immobilité, de repos et les périodes d'activité. Et on a pu se rendre compte, donc là, il n'y a pas de chercheurs, c'est vraiment des enseignants de manière autonome qui ont accepté de le faire. Et en comparant à une condition qu'on appelle contrôle, où il n'y avait pas d'éducation à la santé, là, justement, les élèves voyaient leur temps de sommeil augmenter de plus de 30 minutes, ce qui est assez important parce qu'au début de l'étude, ces enfants dormaient en moyenne 8h45, ce qui est en dessous des recommandations. C'était des 8-9 ans, donc ils doivent dormir au minimum 9 heures. Donc ils augmentaient leur temps de sommeil, ils augmentaient aussi des comportements favorables vis-à-vis du sommeil, notamment sur la régularité. Et ils augmentaient aussi les compétences cognitives qui sont dépendantes du manque de sommeil, comme par exemple la capacité à ignorer les choses qui ne sont pas pertinentes, la capacité à être attentif en classe également. Et donc là, vous avez séduit en quelque sorte les enseignants, qui sont un élément indispensable, j'imagine, pour que... Vous les formez et eux, comment vous articulez la chose? Alors à l'international, les programmes, notamment au Québec, forment directement les enseignants. En France, on est parti du principe qu'on n'a pas une force de frappe équivalente et qu'on a du mal à former tous les enseignants. Donc c'est un programme qui est clé en main, c'est-à-dire qu'il y a à la fois les ressources que vous voyez ici, mais aussi un document qui permet aux enseignants de se former sur les principales thématiques du sommeil pour pouvoir répondre aux questions aussi des élèves et pour qu'ils puissent se sentir légitimes de parler de cette thématique. Donc c'est un programme qui maintenant est diffusé sans nécessairement avoir besoin d'un spécialiste. Et quand vous dites diffuser, ça veut dire que toutes les écoles de Lyon l'ont? Ça veut dire que la France entière et que bientôt au Danemark, comment vous fonctionnez? Alors, nous, on est des chercheurs, donc on l'a évalué, on l'a mis à disposition, mais là où notre pouvoir s'arrête, c'est le pouvoir de la diffusion. Là, il est maintenant, il est disponible dans le cadre des DUSCOL, qui est les ressources de l'éducation nationale depuis quelques années, mais très généralement, on se rend compte que c'est du bouche à oreille entre enseignants, entre blogs. Il est disponible gratuitement en version française, anglaise et en portugais brésilien pour l'instant. Et donc tous les enseignants qui souhaitent s'en emparer le peuvent. Il y a un site internet. Alors comment on fait? Il faut aller sur www.memetonpige.fr. Memetonpige, MEMEMON-TOM-PYJ, voilà. Memetonpige, facile à retenir ça. Voilà. Donc ce qui est quand même intéressant là, c'est que l'éducation nationale, dont on dit souvent qu'on n'arrive pas à pousser la porte, a accepté. Pourquoi? Ça a été un long travail, un long travail de Stéphanie Mazat, et même le réseau Morphée avait participé au départ pour essayer de faire passer le message qu'il fallait mettre en place des programmes. Et après, c'est toute l'énergie de l'équipe de Lyon qui a construit ce programme, co-construit. Et oui, l'éducation nationale, d'ailleurs, l'année dernière, a fait une grande journée sur le sommeil. Et c'est en train de bouger. C'est en train de bouger. Donc, tant mieux. Et donc là, on voit bien, vous avez calculé sur les enfants le fait que vous gagnez une demi-heure de sommeil, donc essentiellement par la montre qui vous indique qu'ils dorment mieux, parce que j'imagine que le questionnaire pour l'enfant, c'est un peu du déclaratif. Je ne sais pas comment on interroge un enfant dans un questionnaire pour lui dire est-ce que tu dors bien? Et à quelle heure tu fermes l'écran de ta tablette, non? C'est un peu comme pour les adultes, on peut utiliser des questionnaires, mais aussi des agendas de sommeil où quotidiennement, les enfants, vous pourrez indiquer l'heure à laquelle ils sont couchés et levés. Et en fait, ils ont fait ça en classe et au début, ils étaient incapables de répondre parce qu'ils n'avaient pas conscience de ça. Donc, ils sont un petit peu responsabilisés, on a enquêté à la maison, mais je me couche à quelle heure, je me lève à quelle heure. Et on a aussi instauré un dialogue avec les parents, non pas en faisant de la formation aux parents, mais les enfants rentraient avec des enquêtes qu'ils devaient mener à la maison pour pouvoir répondre ensuite à différentes activités en classe. Et on a montré que ce changement de comportement était aussi observé 1 an après, avec l'objectif justement de ne pas faire quelque chose qui marcherait juste après, mais qui puisse perdurer dans le temps. Il y a un impact sur les parents? Oui, alors on n'a pas mesuré leur sommeil directement, on a mesuré par contre leur connaissance vis-à-vis du sommeil et ils augmentaient leur connaissance spécifiquement sur les points abordés dans le programme du sommeil en classe et pas sur d'autres points. Il y avait un peu des questions sur le sommeil qui n'étaient pas abordées directement. Quels sont les freins que vous avez rencontrés? Quels ont été les moments difficiles qui ont fait que vous vous êtes dit on va peut-être pas aller au bout? Est-ce que c'était dans le relationnel? Est-ce que c'était dans le montage financier? Parce qu'en fin de compte, ce qui nous intéresse, c'est de vous donner un petit peu ce qui se fait. Comme ça, si vous voulez monter une action de prévention, vous allez cocher toutes les cases et vous aurez comme ça la possibilité de le faire. Alors, c'est un programme qui a été financé en partie par l'Agence nationale de la recherche. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un programme d'éducation qui s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus large, qui est l'étude du sommeil des enfants, pour lequel on peut avoir ce type de financement. Par contre, on a eu des freins, effectivement, au niveau financier. Par exemple, on a voulu récompenser les enfants à l'issue de leur participation, parce qu'on les a suivis quand même pendant 1 an et demi. Par exemple, ne serait-ce que pour acheter des petits badges, pour leur permettre justement
justement de dire qu'ils avaient fait le programme, ça a été très compliqué. Donc on a fait appel à d'autres personnes. C'est parfois des grains de sable qui bloquent les choses. Merci beaucoup. On va vous retrouver tout à l'heure pour répondre aux questions, parce que les questions commencent à arriver. Merci Amandine Ray. Et donc, deuxième programme, le programme Morphée. Donc là, nous avons avec nous la responsable du programme, la docteure Sarah Hartley. C'est quoi Morphée? Pour ceux qui ne connaîtraient pas, vous connaissez tous, hein, bien sûr, mais on va vous dire quand même. C'est quoi Morphée? Morphée est une association de professionnels de santé qui est financée par l'ARS depuis 20 ans là maintenant. Donc là, le financement est purement ARS. Ça, vous nous expliquerez comment vous avez réussi à faire avoir les sous de l'ARS. De loin, la partie la plus importante. Et effectivement, on a 3 volets d'action. Une action de prévention et d'information chez les patients, un volet d'orientation de patients et finalement un volet de formation de médecins. Donc, je vais parler que de notre premier volet d'action qui est vraiment l'idée que pour avoir les bons programmes de prévention, il faut quand même associer toute une série de programmes. Ce n'est pas qu'un seul programme qui va marcher. Je pense qu'une chose qui est essentielle, c'est d'avoir une bonne source d'information. Et donc, on a commencé à construire une source d'information pour les jeunes, sur le sommeil des jeunes, qui s'appelle Sommeil 018, avec la totalité des Sommeil 018. Donc, ça dit exactement cela, ça fait ça. On a 3 chapitres sur ce site web très riche qui, en fait, examine le sommeil de nourrisson de l'enfant et de l'adolescent. Très riche d'informations, construit avec la quasi-totalité des médecins qui s'occupent de sommeil en France. Mais ça, c'est une action de prévention, si vous voulez, généralisée. Là, on a les actions spécifiques. Donc, d'abord, on a les actions qu'on fait dans les collèges, la semaine sommeil qu'on fait avec les différents collèges qui nous sollicitent. On a un programme qui va démarrer prochainement avec 130 élèves en classe de 6e avec un collège en Île-de-France, et on en fait régulièrement. Cette semaine sommeil, en fait, déroule avec un questionnaire qui est rempli par les élèves, une restitution avec un psychologue de sommeil et les profs, typiquement d'SVT. C'est fait à la demande de l'établissement. C'est très bien reçu. Et on a justement un banque de données sur ces différents programmes qui est très intéressant, très riche et qui fait l'objet des études de recherche avec l'Observatoire régional de la santé, par exemple. On a par la suite les actions qui sont un peu plus individuelles. Donc, on a le questionnaire de sommeil qui était mis en place pour les adultes, encore une fois avec un financement de la Société française de recherche et médecine de sommeil. C'est un questionnaire qui est doté d'un algorithme qui permet... C'est un questionnaire qui est pour tout le monde. C'est-à-dire, nous, dans la salle, si on veut le faire, on peut le faire. C'est pour tout le monde. Vous pouvez aller le trouver sur le site du Morphée. Ça s'appelle « Tester votre sommeil ». Il y a un volet adulte en place depuis plusieurs années, là maintenant rempli par plus que 80 000 Français. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui est très réussi et qui donne non seulement un dépistage des troubles de sommeil, mais aussi les consignes généraux et spécifiques qui visent justement à améliorer le sommeil de chaque personne qui participe. Ensuite, riche de cela et aussi en fait à la demande de l'ARS devant la dégradation de sommeil pendant la période Covid, on a mis en place la même chose mais pour les adolescents, donc quelque chose qui vise spécifiquement le sommeil des ados. Et cette questionnaire en fait est active depuis assez peu de temps mais déjà remplie par plus que 3000 ados, encore une fois avec un algorithme derrière créé par toutes les pédiatres, pédopsie en France qui s'occupent du sommeil, qui vise encore une fois à donner des consignes spécifiques et généraux. Donc là, quand on vous entend, vous avez une banque de données absolument phénoménale. Qu'est-ce qui sort, j'allais dire, chez les jeunes et chez les moins jeunes, comme trouble du sommeil le plus fréquent? C'est l'insomnie. C'est l'insomnie largement. Mais en fait, vous avez dit quoi, quelque chose. L'insomnie, c'est quand on ne s'endort pas? C'est quand on se réveille la nuit? C'est quoi? L'insomnie, c'est l'association d'un plainte de sommeil la nuit plus un retentissement diurne. Et on a plusieurs échelles qui servent à mesurer la sévérité de l'insomnie, qui sont intégrées justement à ces questionnaires. Et je pense que ce qui sort de notre banque de données, effectivement, c'est que les comportements qui influencent le sommeil sont en évolution constante. Et si on n'a pas justement les observatoires de sommeil, les banques de données, en fait, on ne peut pas réagir et mettre en place les programmes qui sont vraiment faits sur mesure pour améliorer justement les comportements sommeil. Et alors justement, quels sont les comportements qui sont nuisibles pour le sommeil, que vous retrouvez le plus régulièrement? Oula. Non, mais les deux, trois, on va dire. Je pense qu'on peut parler des adultes et des adolescents parce qu'effectivement, les comportements qu'on voit ils sont en évolution. Mais en fait, on voit qu'il y a une diminution de temps de sommeil,
une augmentation d'irrégularité du sommeil. En même temps, en parallèle de cela, on a une diminution de l'activité physique, on a une augmentation de l'utilisation des écrans avec tous les effets néfastes des écrans, et on a justement quelque chose qui est une espèce de multitasking où les gens n'ont plus un seul écran, mais plusieurs. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit chez les adolescents qui ont non seulement un portable sur lequel ils sont en train d'échanger sur les réseaux sociaux, mais aussi un ordi avec un film, un jeu vidéo. C'est vraiment quelque chose qui capte mais entièrement l'attention, et on constate que les jeunes mesurent très mal le temps qui passe. Sylvie Roland-Parola, c'est un de vos combats, ça, les écrans, non? Oui. Enfin, tant pour les adultes que pour les... C'est surtout que les écrans, c'est pas simplement on regarde un film, c'est qu'on interagit. C'est-à-dire que c'est les écrans et les réseaux sociaux. Parce que les écrans par eux-mêmes, la luminosité des écrans fait que ça va simuler la lumière naturelle et donc donner un message qui est très contradictoire à notre cerveau parce qu'il survient le soir ou la nuit. Le pire, c'est la nuit. Les gens qui répondent au téléphone, enfin qui textent en pleine nuit. Mais la seconde chose qui est aussi très problématique, et surtout chez l'adolescent, parce que ça le met en lien avec toute sa communauté de copains, etc. C'est-à-dire qu'avant, il était obligé de sortir, d'aller voir les copains, de rentrer tard et de se faire accroché par ses parents qui lui disent « Attends, t'es rentré à 11h30, etc. » Maintenant, il n'a même plus besoin de ça. Il est dans sa chambre, il est en lien avec tout le monde, il communique avec tout le monde et en plus, il se stimule la rétine avec ses écrans. C'est foutu d'avance. Oui, non, mais il y a un vrai problème là derrière en termes de prévention pour apprendre le bon usage, disons, de ces écrans, parce que ça va exploser les écrans nécessairement. C'est quoi le bon usage d'ailleurs? Quelles sont les règles? Écoutez bien les parents, pas d'écran au moins 1 heure avant d'aller se coucher et pas du tout dans la nuit. C'est-à-dire que le téléphone, idéalement, il doit être ailleurs. Et il y a des familles qui le mettent en place, il y a des familles qui essayent, qui n'y arrivent pas, mais peut-être qu'elles-mêmes, elles ont aussi des problèmes par rapport à leur écran. Donc c'est vraiment à la fois culturellement, sociologiquement, là, un vrai message qui doit être pris par les pouvoirs publics pour le faire passer. À partir de quel âge, d'ailleurs, l'écran? Parce qu'on avait vu des statistiques assez monstrueuses de tout petits enfants. Les écrans, vous avez même des problématiques chez les tout petits, parce qu'il y a des espèces... À quel âge il est légitime de mettre un enfant devant un écran? À quel âge il peut être? Ça dépend s'il est accompagné ou s'il n'est pas accompagné. Disons que s'il est accompagné, ça peut être 3 ans et puis tout seul à partir de 5-6 ans. Mais dans un temps déterminé, à distance du sommeil, il y a des choses très très positives avec les écrans, des jeux qui sont très interactifs, qui les obligent à développer certaines fonctions qui vont être importantes même dans leur vie future. Mais par contre, les laisser tout seuls, en faire n'importe quoi et pas aller au bout du jeu, ça, c'est pas une façon de faire. S'il y a un écran d'allumé et que l'enfant est dans un coin, ça joue aussi ou pas? Ou il faut être vraiment en face et regarder? Non, là, pour le coup, sur les effets sur le sommeil, ça va être prédominance de l'écran que l'on regarde. Et les enfants sont très, très vite, même des tout petits, vous leur mettez un écran devant les yeux, ils sont... mais c'est un vrai aimant, quoi. Ils sont scotchés sur le truc, ils le regardent. Jean-Michel. Oui, moi, je trouve que c'est passionnant. Je ferai 2 commentaires. Le premier, c'est que quand on parle de déficit du sommeil, souvent, les gens disent d'accord, mais qu'est-ce que ça va faire? Je vais être fatigué. Et toutes les études montrent qu'il y a beaucoup de pathologies qui sont induites, notamment dans notre domaine, celui de l'obésité, qui est fortement associé au déficit du sommeil. Et puis, la deuxième remarque, c'est que le déficit du sommeil, non seulement a des conséquences pour la santé, mais aussi est un marqueur de comportements inappropriés, de multiples comportements, nutrition, activité physique, etc. Et avec des conséquences. C'est-à-dire qu'il y a un cercle vicieux. Quand vous ne dormez pas, vous êtes plus sédentaire. Quand vous ne dormez pas, vous mangez mal parce que vous mangez très tard. Et dans le sens inverse, le fait de manger très tard et d'être sédentaire. Voilà. Donc il y a une globalité de cette approche. Et je crois que le sommeil est un marqueur et aussi un facteur de pathologie. Marqueur de comportement, facteur de pathologie. Ça, il faut le dire parce que les gens accordent pas tellement d'importance. Quand on leur dit « vous dormez moins qu'avant », oui, d'accord, mais ça va. Je suis pas trop fatigué. Mais c'est pas vrai. Les conséquences sont vraiment beaucoup plus larges. Justement, Sarah, j'allais justement vous poser la question. Pour prolonger ce que dit Jean-Michel Le Serre, vous, dans ce réseau Morphée et dans les actions que vous menez, il y a cette prise en charge globale du sommeil, c'est-à-dire de tout ce qui est autour? Ou est-ce que vous vous intéressez qu'au sommeil? Voilà. En effet,
on essaie de faire passer les messages. Effectivement, pour nous, on a justement plein d'éléments qui concernent, en fait, on a parlé de la durée de sommeil, mais la régularité est aussi très importante. On voit de plus en plus de désynchronisation des rythmes circadiens qui sont très importants. Donc, quelque chose qu'on essaie de faire passer comme message, c'est, en fait, l'activité physique est importante, l'exposition à la lumière de jour, notamment le matin, est important, diminuer les écrans le soir, ça c'est important aussi, ou se protéger de cela. On n'a pas énormément justement d'informations sur le site sur l'alimentation et le sommeil, mais je pense que ça va arriver parce qu'on sait qu'il y a un lien entre la microbiote et le sommeil, donc qui commence à se développer. En fait, ces connaissances sont un peu larvales, mais ils vont arriver prochainement. Sylvie Roland-Parola. Alors oui, l'alimentation et le sommeil, il y a aussi des tas d'études sur la rythmicité des repas. C'est-à-dire que le repas va vraiment fortement influencer les rythmes circadiens. Et donc, comme le sommeil est probablement le premier rythme circadien, il y a une interférence à ce niveau-là. Mais effectivement, on voit des gens qui ont une désorganisation totale, que ce soit en termes de rythme de repas, en termes de sommeil, de ce qu'ils mangent, de ce qu'ils font. Et d'une immobilité qui est là. Donc c'est vraiment une prise en charge, et ça je remercie la Fondation Pilège d'avoir associé les trois qui sont manger, bouger et dormir, parce que bien souvent le dormir il est oublié, et ça c'est une catastrophe. Est-ce que les Français sont particuliers dans ce domaine? Est-ce qu'au niveau de l'Europe, les gens ont les mêmes problèmes? Est-ce qu'ils ont décalé leur sommeil? Est-ce qu'en fin de compte, on est des bons élèves dans ce domaine ou pas? On est, je dirais, dans la moyenne, mais Sarah peut-être pourra parler aussi de l'expérience anglaise qu'elle connaît bien. Mais malheureusement, c'est un phénomène mondial. Alors aux États-Unis, c'est vraiment très exacerbé. Et d'un autre côté, vous avez les pays asiatiques aussi qui ont eu une très très forte consommation d'écran, parce que ça a été vraiment l'explosion dans ces pays-là, avec des mesures qui ont été extrêmement coercitives et très, très dirigistes, notamment en Chine, où même l'utilisation des écrans est liée à une reconnaissance faciale pour certains jeux maintenant, qui font que l'enfant est reconnu comme enfant, et donc le truc se bloque. Donc c'est assez radical. Est-ce que je peux me permettre de poser une petite question aux experts qui sont là? La question de l'heure d'été, qui est une question qui me préoccupe depuis fort longtemps. L'été, il est 22h et en fait, il est 20h, je ne sais pas me coucher. L'été, il est 7h du matin, en fait, il est 5h, je ne sais pas me lever. Dans quelle mesure vous avez pu observer que cet impact qui est anti-physiologique, anti-biologique, anti tout ce qu'on veut depuis 40 ans, est une réalité ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quelque chose qui me semble tellement évident. Est-ce que ça trouble les Français? Je pense qu'on peut dire oui, parce qu'on a un forum d'échange, effectivement, et chaque année, au moment justement de changement d'heure, on a pas mal de questions justement exactement sur cela. C'est une question très, très épineuse, effectivement, qui est discutée largement dans tous les pays qui appliquent justement le changement de l'heure. Si je mets ma casquette de chronobiologiste, j'allais dire qu'effectivement, il faut vraiment qu'on respecte justement les cycles lumineux qui sont naturels. Par la suite, je comprends bien qu'il y a les éléments économiques qui entrent en jeu, et Sylvie, je pense que tu as plus d'avis justement sur cela. C'est-à-dire qu'au départ, c'était parti pour des idées économiques, et en fait, les études montrent que ça n'amène pas d'économie en réalité. Mais par contre, il y a eu plus d'accidents. Alors, notamment dans le passage de l'heure d'hiver à l'heure d'été, c'est le moment le plus difficile. C'est mieux vécu dans le passage de l'heure d'été à l'heure d'hiver. Mais vous avez, en fait, à chaque période, besoin d'une adaptation, et notamment chez les enfants et chez les personnes âgées, vous allez avoir une semaine qui va être un petit peu difficile. Alors, pour les enfants, souvent le changement d'heure maintenant se situe, enfin selon les zones, etc., pendant les vacances, donc c'est amorti. Mais si c'est en pleine période scolaire, vous allez avoir des enfants qui vont soit pas pouvoir se coucher, soit pas pouvoir se lever, et être un peu en privation de sommeil. Une question, on en profite, bien évidemment. Deux petites questions. Première question, c'est on parle de la lumière bleue sur les téléphones. Est-ce qu'il faut l'activer? Est-ce que ça change quelque chose? Les filtres, lumière bleue. Alors ça ne change pas grand-chose, parce que ça va changer des choses sur l'intensité de la lumière et sur le spectre. Mais les études, il y a eu 2 études qui ont montré que ça ne faisait pas de grosse différence. Parce qu'en réalité, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a aussi l'activité sociale
que l'on va avoir sur son téléphone ou sur son écran, qui, elle, va continuer. Alors, si c'est juste pour regarder un film, OK, mais regarder un film avec un fond bleuté, ça gâche quand même un petit peu la lumière et l'image. Et si c'est pour être sur les réseaux sociaux, ça ne résout rien du tout. Et on évoquait tout à l'heure le Covid. En quoi ça a modifié les habitudes de sommeil ? Alors, le Covid a modifié les habitudes de vie globalement. Et comme le sommeil est quand même très lié au mode de vie aussi, il y a eu des interférences par rapport à ça. Mais notamment avec l'instauration du travail à domicile beaucoup plus fréquent, on voit des gens qui sont finalement plus dans l'irrégularité parce que quand ils sont en train de travailler chez eux, ils vont se lever plus tard. Ils n'ont pas déjà les transports, donc ça leur donne un confort apparent. Mais en réalité, ils vont reprendre des horaires plus standards quand ils vont aller sur place. Et du coup, vous allez avoir une irrégularité qui va faire que les gens, à la fois, sont plus irréguliers, comme le disait Sarah, et bougent moins. Donc, on a vu des prises de poids, tout à fait, par rapport à ça. Et puis, vous allez aussi avoir des difficultés qui vont être, par contre, atténuées chez les patients qui sont plutôt phobiques et qui vont trouver dans ce rythme-là une façon de vivre à leur rythme interne. Et généralement, ils se décalent. Ils s'endorment beaucoup plus tard, ils se lèvent beaucoup plus tard. Et s'ils sont tout le temps à domicile, ça ne pose pas de problème. Mais par contre, ça va poser des difficultés s'ils vont devoir un jour ou l'autre tourner au travail dans des horaires standards. Et j'ai l'impression que les entreprises sont en train d'essayer de remettre tout le monde au diapason pour les faire venir plus en présentiel qu'en Plus réorganiser les choses. Une dernière question de Philippe, en fait, qui rejoint un petit peu à tout ce qu'on vient de dire là, en fin de compte. Quand on perçoit un trouble du sommeil, ça veut dire quoi? Et surtout, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on consulte? Est-ce qu'on consulte le médecin généraliste? Est-ce qu'on consulte le somnologue? Est-ce qu'il faut faire des examens? Comment on fait pour ne pas avoir le réflexe qu'on a un peu tous en France de dire bon, vous prenez un petit truc, ça va passer. Vous êtes un peu anxieux, on va vous donner un anxiolytique. Vous avez du mal à vous endormir, on va vous donner un hypnotique. Quelle est la bonne stratégie quand on pense avoir un trouble du sommeil? Et d'ailleurs, on a un trouble du sommeil à partir de quand? On peut avoir un trouble du sommeil qui est occasionnel, qui va survenir généralement dans des moments plutôt de rupture, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan affectif, sur le plan aussi d'un problème de santé qui apparaît. Et là, on a un trouble du sommeil qui s'installe. Mais c'est plutôt quand il y a un trouble du sommeil qui va survenir tout le temps. Alors tout le temps, c'est quoi? C'est au moins 3 nuits par semaine. Et depuis plus de 3 mois. Là, on est dans ce qu'on appelle l'insomnie chronique. Et cette insomnie chronique-là doit conduire à non seulement s'interroger pour qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'arrive, mais aussi faire appel à un professionnel de santé. Alors d'abord, le médecin généraliste, parce que lui va déjà pouvoir éliminer des autres pathologies qui vont apparaître. Vous avez des gens qui vont, en fait, pas le savoir, mais avoir un trouble cardiaque ou des difficultés des respiratoires qui vont apparaître à ce moment-là. Et en fait, ça va être le début de mauvaises nuits et qui vont être vraiment liées à cette maladie, ou une maladie émergente. Et puis, vous avez... et comme autre maladie émergente qui est souvent responsable de troubles du sommeil, il y a tous les aspects psychologiques et psychiatriques, et notamment l'anxiété et la dépression, qui sont vraiment les deux pathologies qui vont être associées à des troubles du sommeil très, très fréquemment. Donc là, déjà, il faut vraiment éliminer ça. Et puis, s'il n'y a pas ça peut être une insomnie qui s'installe avec un facteur déclenchant, mais qui après perdure. Et du coup, il faut vraiment une prise en charge spécifique. Et là, malheureusement, c'est vrai qu'on voit qu'au sein des médecins généralistes, il y a un déficit de formation. Et que la réponse, ça ne va pas être de prendre la pilule machin ou la pilule truc. Il y a une mise au point du consensus européen qui vient de sortir là. Et la première démarche, c'est déjà de modifier les habitudes et de modifier les comportements. Idéalement dans une thérapie comportementale et cognitive, donc faire appel
à un spécialiste du sommeil et de l'insomnie. Malheureusement, il n'y en a pas suffisamment. Peu nombreux, c'est vrai. Donc c'est là qu'on va sur le site du réseau Morphée, on se renseigne. Il y a des applications qui peuvent aussi aider. Et puis après, il y a une consultation dans un centre de sommeil ou auprès d'un spécialiste du sommeil qui va permettre d'évaluer tous les aspects et là, mettre en place les thérapies qui sont toujours plutôt ces aspects de prise en charge de thérapie comportementale et cognitive, avec éventuellement l'aide d'un médicament si ça ne marche pas ou si on n'a pas accès à ces thérapies. Mais Voilà. le médicament vient en seconde attention. La prescription, docteur Sylvie Royan-Parola. Merci beaucoup, mesdames, pour ces actions et ces expérimentations qui sont devenues maintenant des choses du quotidien. Nous passons au dernier thème dans les territoires concernant les addictions.